Alors merci à vous de nous suivre pour cette soirée du live du projet consacré, vous l'avez compris, aux sujets environnementaux. Nous vous rappelons que pour commenter nos débats tout au long de la soirée, vous avez le hashtag live du projet sur Twitter et vous pouvez sur Facebook ou sur YouTube continuer à commenter. On a d'ailleurs une question qui vient d'arriver qu'on posera tout à l'heure à Emma Kos, qui est notre première invitée dans cette table ronde qui sera consacrée à la transition commence en bas de chez vous. Et donc c'est le deuxième chapitre du livret qui sort aujourd'hui. On va parler d'un certain nombre de thématiques très concrètes avec Cédric von Stevendel, qui est le nouveau maire de Villeurbanne, mais qui est aussi secrétaire national au logement et à la rénovation urbaine ici au Parti socialiste, et Jean-François Debat, maire aussi de Bourg-en-Bresse, c'est pas très loin, c'est la même région, et qui est secrétaire national à la transition écologique et sociale des territoires. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat pour avancer dans nos échanges. Les gilets jaunes ont été le symptôme d'une difficulté à concilier les objectifs sociaux et climatiques, justice sociale et justice écologique. Au fond, comment le PS cherche-t-il à dépasser cette opposition? Et est-ce que Jean-François ou Cédric, vous pourriez nous citer une mesure qui vous semble permettre de concilier cela dans le travail que vous avez effectué? Allez, bon, allez, alors j'y vais. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, notre conception de socialiste de la transition écologique, c'est qu'elle n'est pas divisible, elle n'est pas séparable de l'enjeu de la justice sociale. Et il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas donc de mutation progressive du modèle de production, de la manière dont nous consommons, de la manière dont nous nous déplaçons, si les ménages, les plus modestes, mais aussi toutes les catégories moyennes se sentent variables d'ajustement de ces choix. Je prends deux exemples. Le premier, on nous dit, et on nous l'envoie souvent, vous êtes gentil de dire qu'il faut manger bio et local, mais ces fruits, ces légumes sont souvent plus chers que ceux qui ont traversé la moitié de l'Europe. Comment fait-on ? Deuxième sujet, pour ne pas parler du logement, c'est la question, par exemple, qui nous a été posée. C'est bien d'avoir un vélo. À Paris, parfois, certains se passent de voiture et ont des vélos, mais moi, dans ma ville, des gens me disent « mais moi, je veux bien avoir un vélo, mais moi, je vais garder ma voiture. Et je n'ai pas les 1 500 € pour m'acheter le vélo électrique pour faire mes 5 km tous les jours. » Et donc, comme nous savons qu'un certain nombre de produits que nous allons consommer, s'ils ne viennent plus de l'autre bout du monde, s'il y a un prix au carbone, risque d'être plus cher. Il faut générer les outils de la justice sociale. Les ménages ne doivent pas être cette variable d'ajustement. Et nous avons une proposition très concrète dans ce document. C'est un chèque transition en direction de 80% des ménages, bonifié pour les ménages les plus modestes, de plusieurs centaines d'euros par an, avec évidemment un plus en fonction de la taille de la famille, qui est destiné à accompagner ces choix, à accompagner le pouvoir d'achat des ménages. Nous ne pouvons pas leur proposer en même temps, leur demander, les inciter à faire d'autres choix de consommation et en même temps leur dire que nous n'accompagnons pas cela par une autre manière de redistribuer. Parce que c'est le dernier sujet, ce chèque évidemment annuel, de plusieurs centaines, à parfois un peu plus d'euros par an, il faudrait bien le financer. Eh bien, même le FMI le dit, aujourd'hui, il faut taxer les hyper riches, les hyper grands groupes. Eh bien, nous proposons de repartir autrement, avec un autre modèle productif. Il faudra répartir autrement et utiliser une partie de ce produit fiscal, demandé aux plus riches, mais demandé aussi aux plus grandes entreprises, pour permettre ces chèques de transition écologique en direction des ménages, des catégories moyennes et des catégories populaires. Merci. Donc, du coup, Cédric, comment on concilie la fin du monde et la fin du mois ? La fin du mois, aujourd'hui, elle est extrêmement conditionnée par la question du coût du logement. Un Européen sur 10 dépense plus de 30% de ses ressources pour se loger. Et quand vous êtes sur le tiers des plus pauvres, c'est 40% de ses ressources. Donc cette fin du mois, en fait, elle est très concrète, liée à la question des coûts des logements. Pour arriver à améliorer cela, on a deux possibilités, en fait. Un, d'abord, la question du coût de ces logements et la question notamment de ces loyers. Et il faut absolument sortir de la financiarisation du logement. Point barre. C'est une idée assez simple, en fait. Le logement ne peut pas être titrisé. Le logement ne peut pas faire l'objet de spéculations boursières et financières. Or, c'est ce qui est en train de se passer en Europe aujourd'hui et c'est extrêmement grave. Donc nous avons à nous engager contre cela.
Deuxième élément, la facture énergétique qui vient se gréver au coût du logement et qui vient alourdir l'effort des ménages. Et donc, nous devons avoir un plan massif de réhabilitation énergétique, comme le propose l'Europe, et Aurore Lahuque le disait tout à l'heure, avec notamment le Green New Deal. Ce Green New Deal peut permettre des investissements massifs dans notre pays. Nous en avons besoin. Et pour ce faire, nous avons aussi besoin d'accompagner les ménages avec une prime pour réhabiliter les logements. On pourrait appeler ça ma prime climat, en tout cas c'est comme ça pour l'instant on l'a formulé, qui permettrait d'aller directement sur les logements les plus énergivores. On parle de 80 € d'économie par mois en moyenne pour les ménages les plus modestes. Voilà très concrètement comment est-ce qu'on peut allier la fin du monde et la fin du mois. Et je crois et je rejoins parfaitement Jean-François Debat, si on n'a pas ce type de propos, on n'embarquera pas les classes populaires dans les transitions nécessaires. Si l'écologie, sauver la planète demain, c'est des ZFE, zones à faible émission, où je ne peux plus prendre ma voiture que j'ai achetée à crédit, pas forcément complètement avec les bonnes vignettes, etc., que deuxièmement, à la fin du mois, de toute façon, je continue à me serrer la ceinture, nous n'y arriverons pas. Il faut absolument proposer une transition qui fasse gagner du pouvoir d'achat. Merci. Et du coup, tu as répondu à une question qu'on a eue sur Facebook d'Aline qui demandait ce qu'on proposait pour lutter contre les passoires thermiques. Et donc, on voit que c'est un sujet, effectivement, qui interpelle. Emma, merci encore une fois d'être ici. Tu connais bien et particulièrement bien ces questions, et notamment les questions du logement. Quelle réaction tu as par rapport aux propositions du Parti socialiste ? Mais la première chose, et je ne suis pas étonnée d'être d'accord avec Jean-François et Cédric, mais quelles que soient nos propositions, quel que soit tout ce qu'on peut inventer et créer, je pense qu'il y a quand même des principes à ne pas abandonner. Il n'y aura pas de justice environnementale sans justice sociale. Je pense qu'il faut le dire 100 fois, 1000 fois, mais il faut le redire. Parce qu'on est capable de faire une transformation très ambitieuse contre le dérèglement climatique. La question, c'est est-ce qu'on le fait pour tout le monde, dans un élan de solidarité et qu'on emmène tous les citoyens, ou est-ce qu'on le fait pour les classes sociales qui peuvent suivre ? C'est ça le sujet. Et après, il faut décliner. Et le problème aujourd'hui, et y compris dans ce qui est annoncé, même dans la loi climat actuellement, c'est qu'en fait, on est capable de fonder des interdictions très fortes ou pas assez sur d'autres sujets, mais ne se pose pas assez la question, notamment de comment on fait les arbitrages. Comment quelqu'un qui vit aujourd'hui avec le SMIC fait les bons arbitrages ? C'est ça le sujet. Et donc, les arbitrages, il va les faire sur l'énergie, sur le logement, sur la question de l'alimentation et sur la mobilité. Et c'est aussi pour ça, moi, je ne vous cache pas, que je mets un peu d'espoir dans des familles politiques. Moi, je ne suis pas du tout socialiste, vous le savez, je suis écologiste. Mais je pense qu'on a besoin de réunir des pensées différentes qui nous permettent de marier ça. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas encore à le faire. C'est pour ça que je mets de l'espoir sur notamment des propositions. Alors, par exemple, le logement. Aujourd'hui, on a quand même, et j'en parle devant Cédric parce qu'on est tous les deux très mobilisés sur ces sujets-là, mais on a un mouvement très anti-construction dans la ville, très anti-logement social, où sous couvert de nous parler d'écologie et de biodiversité, on s'oppose à des programmes de logements sociaux qui sont les seuls programmes à loyer vraiment abordables. Et donc, moi, je veux reposer la question, demain, dans un monde où il y a une vraie justice climatique et une justice sociale, comment on met en œuvre le droit à la ville ? Comment on assure que chaque citoyen peut se loger là où il le souhaite sans dépenser 40% de son revenu à se loger ? Et donc, comment on fait les 150 000 logements sociaux qu'il y a écrit dans votre programme ? Comment on fait les plus de 500 000 réhabilitations à faire par an et tout ça ? Voilà, il y a aussi besoin parfois de choses juste très simples. Il faut qu'on assume. La loi SRU a 20 ans. Il faut quand même se rappeler que c'est une des plus grandes lois républicaines qui a fixé les questions de... une répartition plus harmonieuse du logement social. Ça fait 20 ans que la droite conservatrice se bat contre. Ça fait 20 ans aussi que d'autres ne veulent pas l'appliquer. Et pourtant, là, on va encore se poser la question de savoir comment on fait. Donc voilà, c'est des sujets comme ça extrêmement présents et surtout qui touchent tous les jours les arbitrages que font les uns et les autres dans leur vie. Et nous, on doit quand même leur proposer un avenir des possibles. Et donc, ça ne suffira pas qu'on leur explique que leur action va baisser les émissions de gaz à effet de serre et va permettre d'aller vers une ville... non, mais oui, la ville douce, pacifiée, la neutralité carbone. Très bien, il faut y aller. Mais il faut que tout le monde puisse le faire et qu'on gagne un RSA, un SMIC ou qu'on soit imposé sur la fortune, même si aujourd'hui ce n'est plus le cas, on puisse avoir vraiment la capacité à suivre. Je pense que c'est essentiel, parce qu'on parle bien de transition et de la question comment on va réussir. C'est un point de vue, pour moi, c'est un enjeu démocratique, en fait. Et c'est tout l'enjeu de la prise de conscience sur les enjeux écologiques et environnementaux, c'est que si on ne permet pas cette transition, l'accompagnement de tout le monde, en fait, on va accentuer le sentiment de relégation et le sentiment
d'isolement qu'on a vu notamment dans la crise des Gilets très jaunes. prégnant, oui, et aussi pendant cette crise de la Covid, puisque les fonctions essentielles, on a bien vu que les personnes et les salariés qui avaient des fonctions vitales pour notre économie travaillaient bien loin des centres-villes et bien loin Et tout simplement, les logements sociaux que certains refusent aujourd'hui au nom d'une non-volonté de densifier, c'est des logements qui ne logeront pas demain des aides-soignantes, des hommes et des femmes qui sont magasiniers, qui sont caissières de supermarchés, qui en fait vivent avec le SMIC. Et pour moi, maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on s'oppose à du logement social, on empêche à ces gens dits de la première et la seconde ligne ou de la troisième d'être en fait dans notre ville, à côté de nous, et de bénéficier de tous les besoins de la ville. Alors, on revient au maire, puisque dans ton propos, tu dis bien qu'évidemment, la justice écologique, elle se fait aussi dans la ville, en bas de chez nous, au quotidien. On parlera tout à l'heure de la planète, mais on revient dans les villes que vous dirigez, Jean-François et Cédric, pour voir comment les territoires peuvent être des lieux d'innovation, justement, de la transition écologique. Jean-François. Je voulais réagir sur ce que disait Emma et en même temps je réponds à ta question, Luc. Nous sommes engagés sur les sujets d'artificialisation des sols, donc de protection des ressources, de protection des espaces pour l'agriculture. Nous savons tous, la France consomme tous les 7 ans l'équivalent d'un département français en artificialisation nouvelle et donc il faut préserver, je dirais, ces espaces. Pour cela, nous avons adopté un plan local d'urbanisme et un schéma de cohérence territoriale, donc des documents d'urbanisme à l'échelle du bassin de vie de 150 000 habitants et de la ville, qui limitent considérablement, et la ville ne s'étendra plus. En contrepartie, dans ma majorité, où il y a des socialistes, des écologistes, etc., nous avons un contrat qui est que on va bien sûr faire la ville du quart d'heure avec des espaces de respiration, des parcs, on va conserver des règles qui laissent des espaces verts à proximité des logements. Mais oui, on va aussi accepter la densification de certains quartiers. On ne peut pas dire aux gens qui habitent aujourd'hui à 20 km de ma ville et qui font du domicile-travail avec leur vieille voiture diesel, en payant d'ailleurs en diesel ce qu'ils ne payent pas en loyer, puisque les loyers sont ou en taxes locales. On ne peut pas leur dire « rapprochez-vous ». Essayer de limiter ses déplacements et leur dire « ah non mais désolé, la ville, elle est fermée ». Ça, c'est pas possible. Et c'est sur ce compromis que nous avançons. Mais encore faut-il l'accepter. Et bien sûr, le faire dans un état d'esprit responsable, avec des logements qui sont eux-mêmes adaptés, avec de la part de logement social, nous sommes déjà à 40%, mais aussi des logements collectifs, et qui soient finalement une traduction concrète de ce que nous proposons comme modèle à nos concitoyens. Il y a d'autres sujets dans le domaine productif, mais je m'arrête là pour avoir sorti cet exemple qui ne peut être réalisé qu'au plan local, avec des textes nationaux qui nous aident. Et de ce point de vue-là, nous aurons besoin d'autres législateurs demain, parce que ce qui est en train d'être mis dans la loi climat est singulièrement insuffisant. Cédric ? Moi, ce que je veux dire aujourd'hui en tant que maire, c'est qu'en fait, je dois faire face finalement à un gouvernement qui a massacré l'un des modèles du logement social en Europe les plus solides au monde. Voilà. Il faut le dire assez clairement, en fait. Avec la loi de finances qui a impacté aussi fortement les bailleurs, en fait, en tant que maire et en tant que collectivité locale, je parle de la métropole, parce que c'est la compétence qu'elle a pour le logement, en fait, elle passe son temps à essayer de rattraper le manque d'ambition en matière de politique du logement et surtout le manque de compréhension des mécanismes de la production de logements abordables. Et ça, c'est catastrophique. Et quand on demande ce qu'on peut faire en tant que maire sur la question du logement aujourd'hui, déjà, si on pouvait faire revenir le gouvernement sur des positions, mais qui sont une aberration à la fois financière, à la fois écologique sur ce qu'on va produire demain, et tous les acteurs le disent, les acteurs privés, les acteurs publics. Donc, c'est pas juste comme nous, d'habitude, le côté de la gauche qui dit il faut absolument continuer à faire du logement social. Tout le monde dit que ce gouvernement, c'est une catastrophe sur les politiques du logement. Donc moi, en tant que maire, j'aimerais bien ne pas passer mon temps à réparer les erreurs du gouvernement et à pouvoir continuer à produire du logement abordable sur la ville, parce que je rejoins parfaitement Emmanuel Cos. La transition écologique et la justice écologique, c'est pas la ville pour quelques-uns. C'est pas la ville pour ceux et celles qui pourraient se payer un logement dans des endroits où c'est très tendu, pour ceux et celles qui pourraient se payer un véhicule adapté aux exigences. La justice écologique, c'est la ville pour chacune et pour chacun. Et c'est ça le boulot d'un maire, c'est de faire en sorte que chacun ait le droit à la ville. Moi, c'est à ça que je travaille. Mais aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, sur cette question du logement, dont on a dit que c'était un point clé sur la question du pouvoir d'achat, le gouvernement s'est trompé. Il faut qu'il reconnaisse ses erreurs. Et il faut qu'il revienne sur un certain nombre de lois qui sont mortifères pour le secteur du logement social, mais plus généralement pour l'accès à un logement digne et abordable pour chacune et pour chacun. Merci pour cette
franchise et ce ton offensif. Cédric, on va passer toujours dans ce Green Deal, cette deuxième partie de notre document, sur la question industrielle, qui est évidemment un maillon essentiel de la transition écologique. Donc, on voulait savoir à la fois comment créer l'industrie de demain avec les salariés d'aujourd'hui, aussi comment mieux anticiper certaines reconversions industrielles. On le voit notamment pour les industries, les sous-traitants liés au diesel. Voilà, ce soit de questions industrielles. Emma, peut-être, pour commencer. Alors, d'une part, moi, je pense que c'est un axe majeur, en fait, d'une transformation. Et je crois qu'il faut assumer que si on veut porter cette transformation, il faut avoir une politique industrielle qui, notamment, se pose des questions assez difficiles, dont une sur lesquelles je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est la question de l'industrie en matière d'énergie. Et je suis obligée d'en parler ici, et je pense qu'il y aura encore du débat là-dessus. Mais la question de c'est quoi l'avenir de la production industrielle d'énergie électrique, la question du nucléaire, la question des renouvelables, la question des marchés français et européens, c'est essentiel. C'est une des questions premières. Et après, derrière l'histoire de la relocalisation, je pense qu'aussi, il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que il va aussi... ça va exiger des plans d'investissement majeurs. Il y a le Green New Deal européen, évidemment, mais derrière ça, il y a aussi recréer des tissus industriels. Donc ça veut dire d'ailleurs avoir des politiques d'aménagement du territoire. Ce n'est pas simplement ramener un fleuron industriel et des gens qui vont arriver tout de suite. On a besoin derrière de construire des infrastructures, de ramener des gens et de se poser aussi les questions de comment est-ce qu'on a une fiscalité, à mon avis, différente qui permet à ces gens de rester. Et qu'on ne soit pas dans un dumping en fait international, qui est qu'on a une main-d'œuvre qui est plutôt très qualifiée et qui va s'adapter. Et c'est peut-être d'ailleurs le dernier sujet sur lequel je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un débat important, c'est que la mutation de l'industrie, ça veut dire aussi une mutation professionnelle. Moi, je pense qu'on ne pourra pas faire cette transition environnementale sans une mutation de la formation et notamment de l'accompagnement des gens tout au long de leur vie pour faire face. Tu parles de l'automobile. Le grand problème de la France sur ses plans d'aide à l'automobile depuis 25 ans, c'est qu'on n'a jamais posé la question de la reconversion des chaînes industrielles. On le voit sur les bus. En tant qu'élue francilienne, je me suis beaucoup battue sur l'histoire des bus et comment on les transforme. Si on ne transforme pas les chaînes de production et donc les ouvriers qui sont derrière, en fait, on tue le tissu industriel. Et il me semble que c'est un des enjeux évidemment majeurs pour sortir en fait d'une industrie qui est parfois aujourd'hui dans une production un peu délétère pour le climat. Toi qui es une spécialiste de la ville, quand on parle productivité, est-ce qu'il y a une nécessité de réintroduire cette productivité dans la ville? Est-ce qu'il y a une nécessité de créer aussi des emplois ouvriers dans la ville? Bon, d'une part, ils n'ont pas toujours disparu. Je pense qu'il faut aussi qu'on sorte de notre imaginaire les deux choses. Les bastions industriels de la sidérurgie, par exemple, et tous ces enjeux-là, et le fait qu'aujourd'hui, l'automobile, vous avez oublié, mais en Île-de-France, c'est une des plus grandes régions de l'industrie automobile. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Est-ce que demain, on veut encore produire de l'automobile qui réponde aux enjeux, justement, de ne plus avoir des véhicules thermiques et tout ça? C'est vrai aussi, quand même, qu'on a une difficulté, et c'est pas que sur l'histoire du logement, le fait de l'impossibilité de trouver des fonciers où on réinvestit pour des industries et que donc on assume d'avoir des plans d'aménagement du territoire pour les ramener tout près des villes. La réalité, aujourd'hui, on fait les villages des Jeux Olympiques, mais est-ce que demain, on ne pourrait pas essayer que les industries qui sont en train de faire le village olympique et, par exemple, les plateformes de transformation à côté? Enfin, je te dis ça, Marie, ça fait partie des sujets que toi-même, tu travailles beaucoup, mais c'est essentiel. Donc oui, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à remettre de la mixité d'usage là-dedans. Et ça veut dire aussi assumer qu'on a des vrais plans d'investissement et pas simplement quand l'Europe nous propose, en fait, d'investir. Parce que je crois quand même que ces dernières années, il me semble, moi, je n'ai pas bien compris la politique industrielle de ces 4 dernières années, pour dire les choses franchement. Sur la question industrielle, Cédric. Moi, j'ai besoin d'un petit détour pour y répondre, mais ça va être très rapide. Le coût du mal logement en Europe aujourd'hui, c'est 200 milliards d'euros par an. Ce coût, c'est des coûts de santé, c'est des coûts d'accompagnement social pour récupérer un certain nombre de situations extrêmement difficiles. Donc, on sait combien ça coûte. On sait aussi combien il faut investir sur le logement en Europe si on veut traiter la question du mal logement. À peu près 300 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Romano Prodi dans un rapport qu'il a introduit il y a maintenant 2 ans. Donc on sait qu'avec 300 milliards d'euros d'investissement sur les 5 ans à venir, on peut adresser, entre guillemets, la question du mal logement. Et bien donc, avec ces 300 milliards, on a besoin d'investir massivement dans la question de la réhabilitation énergétique. Et pour ce faire, il faut aller vers des filières locales de réhabilitation énergétique, notamment autour de la question du réemploi des matériaux et sur la question de ce qu'on appelle les matériaux biosourcés, qui sont des matériaux qu'on utilise
utilisent dans la réhabilitation. Voilà une politique industrielle ambitieuse qui à la fois va améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et des citoyennes et qui va engager la transition écologique que nous attendons. C'est une des réponses sur cette question des politiques industrielles dont Emmanuel Causse disait qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas tout à fait visibles aujourd'hui dans le gouvernement actuel. Alors, trois sujets rapides. D'abord, tu parlais de la relocalisation. Oui, il y a une possibilité de surconsommer moins, de gaspiller moins et de produire davantage en France. Moi, je prends un exemple. Dans mon département, on fait de la plasturgie sur des petits composants plastiques dont la valeur est en dessous du centime, donc avec des marges extrêmement faibles unitaires. Il y a eu une relocalisation de production qui était en Chine, donc dans le bassin d'Oyonnax. Pourquoi? Quand le rapport du prix du pétrole et du dollar avait rendu moins rentable le fait de les envoyer en Chine. Ça signifie qu'un sujet européen de taxation progressive du carbone aux frontières diminuera des échanges inutiles et relocalisera une partie de la production, une partie de ce que nous consommons. Peut-être que ce sera un peu plus cher que ce que nous avons aujourd'hui, d'où la question précédente sur la question du chèque climat. Si demain, on n'a plus des t-shirts à 5 €, mais à 12 €, peut-être qu'on n'en aura que 2 au lieu d'en avoir 5, mais néanmoins, il faudra se les payer. Ils seront peut-être produits chez nous. La relocalisation, c'est une des possibilités. La deuxième chose, c'est que, je suis dans ma ville, on produit des camions. J'ai une usine Renault Trucks qui a 3000 salariés, plus des sous-traitants, c'est 5000 emplois. La question, c'est pas de fermer l'usine. La question, c'est de savoir comment nous passons avec les filières industrielles, l'agroalimentaire, la chimie, la mécanique industrielle, la métallurgie, la plasturgie, des contrats de filières tripartites, État, collectivités territoriales, c'est-à-dire régions et métropoles, et communautés d'agglomération, et filières, sur des objectifs quantifiés de réduction de leur consommation de ressources, de réduction de leur rejet, en jouant sur le contrat et la norme. C'est-à-dire, on ne fera pas la transition sans les entreprises, mais on ne les fera pas non plus complètement à leur rythme. Si on attend qu'elles soient prêtes pour le faire, ça sera trop tard. Donc il faut jouer de la norme et du prix, du contrat et de la règle. Ça, eh bien, c'est ce que les socialistes, la gauche, a toujours fait. Puis le dernier sujet, c'est qu'on peut aussi recréer des emplois de réparation et relocaliser une partie de la valeur ajoutée, en France. Ça, c'est 0% de valeur ajoutée nationale, sauf celui qui m'a collé la protection. Si demain, avec de l'obsolescence programmée, avec la lutte contre l'obsolescence programmée, et avec de la réparation, et donc des pièces, eh bien, cet outil que nous avons tous dans nos poches n'est plus changé tous les 2 ans et demi, mais tous les 5 ans ou les 6 ans. Au prix d'une réparation de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, mais moins cher que l'achat, sur la durée de vie du produit, nous relocalisons de la réparation. Idem sur nos lave-vaisselle. S'ils ne pètent plus au bout de 7 ans parce qu'on a mis de l'obsolescence programmée qui fait que la réparation est beaucoup trop chère et qu'il dure 15 ans, au prix de quelques centaines d'euros de réparation, on produira moins de lave-vaisselle, mais on aura des gens qui seront dans des filières de réparation et on localisera une partie de la valeur ajoutée en dehors de l'endroit de la production. Ça se discute, ça se travaille, ça ne se décide pas comme ça. Mais oui, c'est aussi ce que nous pouvons dire. Notre projet, il est évidemment de prendre acte du fait que nous ne pouvons plus produire d'abord, produire. Olivier le disait au début dans l'entretien avec Laurent Berger. Et on produit le plus possible et ensuite on voit. Ça n'est plus possible. Il faut arriver à montrer que produire moins ne veut pas dire une moindre qualité de vie, que produire moins ne veut pas dire moins d'emplois, que produire moins ne veut pas dire plus d'industrie, mais une autre industrie et davantage d'industries plus proches de chez nous, puisque nous avons aujourd'hui beaucoup délocalisé. Et donc, c'est un projet qui peut être un projet porteur en tenant les deux bouts de la chaîne. Et surtout, si juste je peux me permettre, ne pas exporter les industries polluantes en dehors de la France. Tu montes ton téléphone, oui. L'alumine qui est dans ton téléphone, elle est produite aujourd'hui à Gardanne, Bourrouge, vous savez tout ce que c'est. La question, ce n'est pas simplement de limiter la pollution des Bourrouges, c'est de savoir si on veut que cette industrie elle reste en France, et en fait elle va partir, ou est-ce qu'elle va polluer en Afrique. C'est ça un des enjeux. Et être écologiste, ce n'est pas exporter ces problèmes et ces déchets à l'extérieur de la France. C'est résoudre ces problèmes-là. Je pense que je sais que je ralentis,
Je parle trop, mais Idem. c'est ça aussi, faire de la justice environnementale. C'est ne pas exporter nos problèmes environnementaux et de pollution et de déchets sur des pays qui, eux, n'auront pas le choix. Et c'est pourtant ce que l'on fait, et y compris dans nos revendications, il faut qu'on se pose bien la question. Quand on demande de fermer des usines trop polluantes, la question est de savoir si on est prêt à confronter à la pollution, à la résoudre, ou si simplement on veut l'exporter pour se soulager la conscience et notre pollution à nous-mêmes. Ça sera le mot de la fin de cette table ronde. On vous remercie vraiment tous les trois. On va maintenant vous proposer un extrait du clip de Camille Etienne, Réveillons-nous, avant de la retrouver sur notre plateau. Certains la surnomment la porte-parole de la génération climat. Donc on vous retrouve tout de suite après pour la découvrir ou la redécouvrir. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien et pourtant nous devenons complices. C'est notre faute parce qu'on s'est laissé endormir, doucement, à coups de fake news en intraveineuse. On a pris goût à leur confort. On s'est assoupi, bercé avec du progrès dans nos biberons. On a eu la flemme. L'inaction a le goût de pizza Deliveroo. Pendant qu'on produit, qu'on jette et qu'on recommence. Pendant qu'on like, qu'on share et qu'on stalk. Pendant qu'on swipe à droite pour draguer et qu'on swipe up quand on a assez de followers, il y a les derniers éléphants d'Afrique. Les baleines qui s'étouffent sous le plastique. Il y a les glaciers qui fondent et les forêts qui brûlent. La terre qui se consume à mesure que l'on consomme. Quand est-ce qu'on y va? Qu'on ose envoyer tout balader? Alors oui, il y a les États et leur inaction, les institutions et leur sommet, les multinationales et leurs yeux fermés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose. Et si on ne les attendait pas? Bonjour Camille. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes depuis plusieurs mois maintenant une voix qui compte dans la jeune génération qui s'exprime haut et fort sur ces sujets. Alors on vous a vu devant l'université du MEDEF l'été dernier. On connaît vos vidéos, on vient d'en voir un extrait. Je rappelle qu'elle est magnifique cette vidéo et qu'elle dure plusieurs minutes. Donc Oui, une dizaine de minutes. n'hésitez pas, après nous avoir regardé jusqu'au bout, vous pouvez voir la vidéo de Camille en entier. Et on vous a vu hier après-midi, en bas de l'Assemblée nationale, puisque vous allez nous raconter ça quand même, parce que ce n'était pas prévu, mais il se trouve que vous étiez en bas de l'Assemblée, vous direz dans quelles circonstances, et puis des parlementaires de tous bords, mais notamment Dominique Potier qui était là, et Boris Vallaud qui sera avec nous tout à l'heure, sont, je crois, venus vous visiter, dialoguer avec vous. Et puis à ce moment-là, votre ami le préfet l'Allemand vous a demandé de partir, je crois. Alors ce que j'ai trouvé extrêmement drôle, c'est que le soir, mais vous allez nous raconter ça, vous étiez en jogging sur l'esplanade des Invalides pour dire on a le droit de faire du sport, même si on n'a pas le droit de défendre la planète en bas de l'Assemblée nationale. Donc peut-être un mot là-dessus, et puis en même temps de nous dire voilà, comment vous ressentez ce débat sur la loi climat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, ça fait beaucoup de choses intéressantes à raconter. Non, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc cette fameuse loi climat que vous devez connaître par cœur, la Convention citoyenne, un grand moment démocratique assez beau. Et suite à ça, on s'est dit, OK, on va faire une marche. Donc, il y avait Elodie qui était là tout à l'heure, d'Alternativa. Et en fait, c'est des citoyens de la Convention qui sont venus nous dire, mais on a mis 2, nous, au gouvernement sur 10, en note de la manière dont il a pris en compte nos propositions. C'est pas possible, c'est un déni de démocratie. Le sans filtre qui a été annoncé n'est pas du tout respecté. Et c'est grave quand une parole présidentielle n'honore pas finalement ses engagements. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose. On pourrait refaire une marche. Et c'est parti un peu comme ça. On a travaillé dur pendant plusieurs mois et on a eu 100 000 personnes dans les rues, près de 55 000 à Paris. Et le lendemain, avec 4 amis activistes, on s'est appelé et on s'est dit, quoi, on va arrêter là, on va laisser comme ça cette loi dans les mains des députés, loin de nous. On ne peut pas faire ça. C'est important qu'on continue à montrer que nous aussi, il faut qu'on pousse. Donc on s'est dit, très bien, vous ignorez la démocratie, en ne respectant pas les mesures de la Convention, la démocratie, elle va venir à vous. On va, nous, aller toquer à la porte de l'Assemblée. Et on va être là, en bas, tous les jours du débat de cette loi climat, et vous pourrez venir nous parler. Il y a quelque chose de beau qui s'est un peu créé, c'est qu'on était 5, qu'on a fait un message sur Twitter, qu'il y a eu un député, puis un autre, puis des gens, pas du tout des militants, des gens qui, parfois, c'était leur première action, des étudiants qui étaient isolés, des retraités, il y avait des informaticiens qui avaient plus trop de sens dans leur vie et qui avaient envie de parler d'autre chose, des voisins qui sont venus nous apporter des cookies, c'est devenu un petit peu dingue.
Et en fait, ce qui était beau, c'est qu'on a vraiment retrouvé ce moment de se saisir de la politique, mais vraiment dans le sens de police, quoi, de gestion de la cité, et de mettre sur la table des idées qui concernent le bien commun. Et vraiment, ce qui s'est passé, je me suis dit, OK, en fait, les gens peuvent être concernés d'enjeux plus grands qu'eux-mêmes, si on considère leurs paroles. Et c'était beau de voir des gens pour qui ça paraissait quelque chose de très loin, cette loi climat et cette politique, débattre avec des députés de tous les bords. On a eu des députés de la majorité, même un député LR. On a eu des députés forcément des écologistes et du PS aussi. Donc ça se passait très très bien. On est resté plus d'1 semaine et demie. Ça se passait un peu trop bien aux yeux, je pense, aussi du gouvernement, parce qu'on a même eu Aurore Berger, le rapporteur général de la loi, qui devait venir nous voir, et beaucoup de presse. Et donc à 20h30, on a eu un petit appel de la préfecture de police qui nous a dit en fait demain toutes les manifestations sont interdites, c'est pas contre vous mais plus de manifestations demain. Très bizarre, il y a des avocats qui nous disent c'est impossible en fait, en démocratie on peut pas interdire les gens d'avoir des idées et de manifester, donc c'est forcément contre vous. Donc on s'est dit ok, il faut être aussi résilient, et je pense qu'il y a un vrai enjeu d'adaptation dans ce réchauffement climatique, et donc dans notre activisme aussi, dans notre manière de porter nos idées aussi, être créatif et drôle. Et donc se dire, en fait, on va faire quelque chose aussi absurde que cette mesure, que cette interdiction. On n'a pas le droit de manifester, on peut faire quoi? Promener des chiens, faire des courses, faire du sport. Eh ben, on va aller faire des abdos avec les députés, aucun problème. Donc on a fait ça, on est venu, on a fait de sport, et on est arrivé sur la place, et il se trouvait qu'il y avait donc deux députés de chez vous, et puis d'autres qui étaient là, et on a commencé à avoir des débats vraiment hyper intéressants sur le fond des sujets, sur les amendements. Et petit à petit, la police est arrivée et nous a dit non, vous ne pouvez pas être là, vous manifestez. Mais elle leur a dit écoutez, on habite de sport et on fait un exercice démocratique. Les élus parlent au peuple, c'est quand même un peu ça le principe d'un État. Et en fait, le fond du problème, c'était qu'ils disaient non, mais vous avez des idées, mais on ne peut pas interdire, même la personne qui prend le bus, elle a des idées. Et donc, suite à cette aberration-là, on a continué, on s'est pris une contravention. Donc c'est une scène assez lunaire de voir des policiers, des représentants de la force de l'ordre mettre une amende à des députés qui étaient venus parler à des citoyens de manière extrêmement calme et paisible en bas de l'Assemblée nationale. Et donc le lendemain, on a eu un petit coup de fil des sénateurs qui nous ont dit mais venez échauffer cette navette parlementaire. On a besoin de vous parce que nous aussi on veut une loi climat ambitieuse. On veut pouvoir voter quelque chose qui vaut la peine. Donc on est allé les voir et puis on est allé faire le footing symbolique depuis le Sénat jusqu'à l'Assemblée nationale cet après-midi. On a eu la visite aussi des gens de la Convention citoyenne et c'était encore assez beau. Mais le message à retenir là-dedans, c'est que pour moi, il faut être capable d'être créatif dans notre manière d'agir, d'être résilient aussi et d'inventer de nouvelles formes de mobilisation pour recréer ce dialogue démocratique aussi. Dans une période aussi particulière où vous avez trouvé effectivement la faille. Nous, on a envie de vous poser la même question qu'à Élodie, finalement. Comment vous êtes venu à vous engager pour le climat? De manière assez simple, en fait, pour moi, j'ai eu un grand privilège. Et comme avec tous les privilèges, je suis persuadée que viennent des responsabilités. J'ai eu le privilège de grandir dans un village qui est aux portes du parc national de la Vanoise, dans une famille un peu d'hippies pas du tout politisés, mais qui vivent en fait très proche de la nature, où en fait on a. Là, vous filmez votre. C'est complètement en fait on s'est retrouvés toutes les idées que j'ai. Souvent ils disent mais génial, c'est très réfléchi. C'est très souvent une espèce d'intuition bizarre ou de folie avec des fois ça plante et là ça a marché. Là c'est pareil. On était confinés avec mon meilleur ami. On a dit viens on fait un truc, un débardeur en haut de la montagne et puis après ça nous a un peu échappé. Comme cette idée-là où on s'est appelé en disant vous venez, on fait une blague, on campe devant l'Assemblée nationale pendant 3 semaines et puis c'est parti. Mais oui, donc cet endroit merveilleux, en gros, m'a appris 2 choses. Je pense que c'est une grande liberté aussi et de grandir loin du jugement m'a aussi permis parfois d'avoir un peu de culot et d'audace et je pense que c'est ce qu'on doit avoir, même si parfois ça peut être maladroit, mais c'est ce qu'on doit avoir de bousculer en fait aussi nos décideurs de manière générale. C'est ce qui permet de faire avancer les choses aussi un peu plus vite. Parce qu'on n'a plus le temps, donc c'est important de le faire rapidement. Et suite à cette enfance très proche de la nature, en grandissant, je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas un concept, c'était quelque chose de très concret, quoi. Quand il neigeait trop, on pouvait pas aller à l'école, on pouvait pas aller chez moi en voiture l'hiver, on mangeait les fruits du jardin. Enfin, il y avait un agriculteur à côté de nous, c'était des choses très concrètes. Et j'avais la naïveté de vouloir changer le monde. Donc je me suis dit, on va aller là où il y a les décideurs. Et donc Sciences Po Paris, et donc je suis montée à Paris. Et voilà, j'ai commencé à défendre un peu en me rendant compte de la déconnexion, peut-être aussi de ces gens-là qui allaient être des futurs leaders de demain, pas du tout par leur faute, mais parce que la nature était absente en ville.
un concept, un truc très... Donc je me suis dit, ok, on va aller bousculer un peu tout ça. Et voilà, ça a commencé comme ça. Alors vous n'êtes pas seulement une leader de demain, vous êtes déjà une leader d'aujourd'hui. Donc on a envie de savoir aussi, vous allez parler avec les parlementaires qui votent la loi, mais vous seriez à leur place, j'allais dire, quelles sont les 2-3 grandes propositions qui vous paraissent là, urgentes maintenant tout de suite dans le cadre parlementaire, national qu'on connaît. Comme le disait Élodie, je ne vais pas vous faire le truc sur la démocratie, parce qu'en effet, quand on me demande sur mon avis, je dis ce serait pas le bon sens qu'on devrait faire, parce qu'on devrait respecter des citoyens qui ont travaillé avec des experts pendant plusieurs semaines pour faire émerger de manière démocratique des solutions, pour une fois. C'est ça qui est cool, c'est qu'on ne dit pas juste « il y a une urgence, ça ne va pas, c'est la galère ». Là, on dit « ok, la France peut demain mettre en place des solutions très concrètes pour réduire ses émissions, tenir sa parole, et en même temps, ne laisser personne derrière. Parce qu'ils ont vraiment construit ça dans une logique de justice sociale. C'est ça qui était beau et fort. Donc, forcément, j'aurais envie de vous dire ça. Maintenant, Élodie l'a déjà fait. Très concrètement, ce qui m'intéresse de vous dire, c'est pour moi, on parlait des menus végétariens. Ça, c'est une mesure qui est très symbolique. Donc, je sais que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, que derrière, moi, l'agriculture, c'est le sujet qui me touche le plus. Et tout ce qui peut permettre de réconcilier, en fait, les agriculteurs avec les gens, faire prendre conscience aux gens que derrière leur assiette, il y a des gens qui triment, faire prendre conscience qu'aujourd'hui, ils sont dans une détresse totale, qu'il y a moins d'un agriculteur sur 3 qui gagne, il y a plus d'un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois en France, que c'est la profession dans laquelle il y a plus de suicides. Et pour autant, on a des mesures européennes de subvention à la PAC qui les encouragent à faire toujours des plus grands hectares, qui détruisent nos sols, nos rivières, enfin vous connaissez par cœur. Donc je pense que c'est ce volet-là, se nourrir, qui pour moi est important. Il y a toute une grosse partie sur les engrais azotés aussi, où on a vraiment une grosse marge de manœuvre là-dessus. L'aviation, parce que c'est aberrant en fait, de se dire, même juste symboliquement, de se dire si on n'est pas capable de prendre le train, quand on a juste 4 heures de train, comment est-ce qu'on va faire face à l'urgence énorme qui arrive sur nous? Si on n'est même pas capable de faire ce micro-effort, et que ça concerne tellement peu de personnes très privilégiées pour se payer un billet de train pour faire Paris-Bordeaux, franchement. Si on ne peut même pas faire ça, je trouve que ça me donne peu d'espoir pour la suite et j'ai envie d'avoir de l'espoir. Donc j'ai envie que les députés puissent être à la hauteur et voter des mesures qui envoient des signaux forts pour la suite. Alors, vous avez accepté l'invitation du Parti socialiste. Est-ce que vous avez un message à nous adresser ce soir, peut-être plus largement aux partis politiques, puisque vous vous décrivez vous aussi comme activiste, et puis sur quoi vous aimeriez qu'on s'engage le plus? Par ailleurs, nous on ne dit pas activiste, on dit militant, c'est vrai, dans les terminologies. Et vous, comme Élodie, vous avez utilisé le même mot d'activiste. J'ai pas vraiment intellectualisé le truc, mais c'est vrai que j'aime bien le mot activiste. Je trouve que c'est joli. Je trouve ça plus joli que militant. Mais en fait, je pense que ça veut dire la même chose. C'est juste repenser notre manière d'être au monde. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et tout le monde peut être activiste. Autant des journalistes très engagés qui couvrent ces sujets de manière ambitieuse. Il y en a qui le font très bien. Que des décideurs, il y a des chefs d'entreprise, suite au MEDEF que j'ai rencontrés, de très grosses entreprises, en dehors des caméras, qui faisaient des choses pas très écologiques, mais qui avaient une vraie volonté d'y aller et qui ont pris des engagements très forts et qu'ils sont en train de mettre en place, vraiment, sincèrement. Donc, je pense qu'être activiste, pour moi, c'est juste repenser sa manière d'être au monde et s'autoriser à rester intranquille. Et c'est ça, peut-être, le message général que j'ai envie de faire passer, c'est de retrouver cette intranquillité. Je trouve que c'est beau, c'est de se dire, être capable de, dès qu'il y a des choses qui à l'extérieur du monde, nous indignent, retrouver cette capacité d'indignation, mais qui est toujours là, un peu latente, mais qui peut être créatrice. L'indignation, parfois, c'est simplement être contre et être en colère, mais je crois qu'on peut en faire quelque chose de beau, avec un peu de créativité et d'audace. Et je pense que c'est vraiment important de penser plus grand et de penser que la politique, ça peut être quelque chose de très beau, en fait. Vos décisions impactent la vie de milliers, voire de millions de gens. Ça, c'est un fait. Donc, vous devez d'être intransigeant, vous devez d'être à la hauteur et vous devez de penser plus grand que vous-même. Même si ça prend du temps, même si on va fâcher certaines personnes, même si on a des accords, je sais tout ça, mais dans les faits, on a une urgence qui est là, qui est biologique, chimique. On a la vie de gens qui est en danger aujourd'hui à cause de cette urgence écologique et sociale. Et ça doit être votre vrai moteur. Donc, pensez à ça. Et puis, un petit clin d'œil, pensez aussi au menu végétarien. Merci vraiment d'être venu nous voir. Merci du conseil aussi. Vous êtes particulièrement revigorante. Merci Camille. Et on passe à la séquence suivante.